hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture, version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Les idées affûtées de Charles Balleret ont donné naissance à de jolis couteaux. Il nous fait découvrir le métier de coutelier. Dans la famille Stark, je voudrais la fille Ara est une artiste qui n'a plus à faire ses preuves. Elle nous emporte dans son univers grand format. Repérage aujourd'hui sous le signe de la royauté. 3 adresses autour de Marie-Antoinette à ne louper sous aucun prétexte. 50 nuances de bleu dans la relève du jour avec Anaïs Guéry. Ici, c'est la teinture indigo qui colore ses envies et créations. Bon pour la tête, bon pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est Point de Vue. Pas la peine d'être une pro de l'origami pour monter ce mini-ampli. Encore une idée 100% cocorico qui s'installe jusqu'au bout de nos soirées endiablées. Inspirée du pavillon du phonographe, cette drôle d'invention fonctionne sans pile et permet d'amplifier le son de vos smartphones ou tablettes. Pas de quoi réveiller les voisins, mais nous on salue l'initiative. À 264 mètres au-dessus de Grenoble se dresse adossé au massif de la Chartreuse un fort militaire, la Bastille. Il fut construit lors de la première partie du 19e siècle et a encore de beaux jours devant lui. Pour ceux qui n'ont pas peur du vide, direction ce drôle de téléphérique. Et pour les autres, il faudra faire chauffer les mollets pour pouvoir admirer le panorama. Vous connaissez le magazine Georges, voici son petit frère Graou, destiné cette fois aux 3 à 6 ans. Ici, pas de publicité, mais plein de belles idées pour développer sa créativité et sa curiosité au travers d'activités manuelles, de jeux, d'histoires et de chansons. L'enfant est accompagné au fil des pages par un chien au look d'enfer. Nous, on adhère. Du Made in France sur le dos, dans vos assiettes, dans vos intérieurs et désormais sur vos tables de jeu avec compas de coq. Ici, c'est culture générale en version Frenchy, musique, cinéma, gastronomie, sport. Il s'agit de répondre correctement à une question dans chaque catégorie. C'est vous qui avez les cartes en main. Attention les doigts, le savoir-faire de Charles Balleret demande minutie, précision. Il est coutelier et c'est notre focus du jour. Dans la cour de l'industrie à Paris, a ressurgi il y a un peu plus d'1 an un métier presque oublié de la capitale, coutelier. Un titre que Charles Balleret arbore avec une pointe de fierté, lui qui a travaillé pendant 17 ans dans l'audiovisuel. J'avais, je pense, une frustration des mains. C'est-à-dire que mes doigts servaient juste à taper sur un clavier les touches en plastique derrière mon petit ordinateur. Le fait de fabriquer, de transformer la matière et de faire quelque chose avec ses mains, un objet qui soit concret à la fin, durable, idéalement, ça me procure une satisfaction. Et Charles ne fait pas les choses à moitié. Dès ses débuts, il s'est fixé une mission, donner à Paris son couteau régional, comme il en existe beaucoup en France. Le petit Parisien est né, un objectif plutôt ambitieux pour celui qui est arrivé dans le milieu presque par hasard. C'est pas l'objet couteau, hein, parce que je suis pas un grand fan des couteaux. C'est-à-dire qu'il y a le côté, les films d'horreur avec les grands couteaux de cuisine, tout ça, ça m'angoisse un peu. Ce qui m'a attiré dans la coutellerie, c'est toute ma culture qu'on appelait à l'époque la culture geek, qui maintenant est devenue de la culture populaire. Tout mon intérêt, ma passion pour le Seigneur des Anneaux, l'heroic fantasy en général, fait que je voulais forger des épées. Alors attention, il faut un peu plus qu'une trilogie légendaire pour devenir coutelier. Charles a découvert le métier entre 2015 et 2016 à coups de stages et formations, notamment auprès d'un grand nom du milieu, l'Auvergnat Raymond Rosa, son maître Yoda de la coutellerie d'art. Pour fabriquer un couteau, il faut d'abord une plaque d'acier dans laquelle Charles dessine la lame, les platines et le ressort, les 3 éléments de base d'un couteau. Ensuite, direction le coin du backstand, outil incontournable. Je vais meuler la matière, je vais l'enlever, je vais éliminer la matière pour arriver jusqu'à mon trait. À la fin, on aura la forme de la lame du petit Parisien. La forme, c'est déjà un peu une signature pour Charles. Bien loin de l'épée, le petit Parisien est un couteau de marin. Avec sa pointe vers le bas, il reste tranchant, mais moins perforant qu'un couteau normal. Et pour l'inspiration, à votre avis? J'avais en tête le cockpit d'un vaisseau de Star Wars qui était dans un jeu vidéo de Star Wars. Et le cockpit tombait comme ça vers le bas et la forme me plaisait vachement. Et je me dis, je vais l'appeler le petit Parisien. Ça va être un objet inoffensif. Et pour qu'il soit encore plus inoffensif, je vais dire que c'est le couteau du gentleman de l'apéro. Ça veut dire, attention, hein, sa vertu est de couper le saucisson, quoi. Ça ne va pas plus loin que ça. Un petit couteau inoffensif dont la forme se peaufine avec une scie et une lime. La plaque d'acier est alors prête pour devenir une lame bien tranchante, une étape tout en finesse. Je vais creuser progressivement l'acier
doucement, pour que comme ça, jusqu'à arriver au tranchant, grâce à la roue. C'est la formation des émoutures. Une fois la lame bien formée, un petit tour dans la forge. Oubliez les grands fours en pierre, ici, c'est là-dedans que ça se passe. Et ça suffit pour faire grimper la température dans l'atelier. Quand tout sera à environ 800 degrés, 850 degrés à l'intérieur de la forge, je mettrai la lame. Et je la laisserai pendant 1 minute par millimètre. Là, elle fait 3 mm d'épaisseur, donc pendant 3 minutes, quand elle sera bien chauffée à cœur. Après son petit bain de chaleur, la lame fait le grand plongeon dans un bain d'huile. L'acier est alors trempé, mais très fragile. Pour que la lame soit vraiment solide, Charles la réchauffera plus tard dans un four à 230 degrés. Mais pas de panique, comme un couteau prend entre 5 et 20 heures de fabrication, il mène plusieurs projets de front. Une fois que la lame est prête, Charles ajuste les différents éléments du couteau et les polit. Il n'a plus qu'à fabriquer le manche et pour ce modèle, il fait appel à un bois très spécial, remarquable même. En fait, il s'avère que c'est l'arbre sur les anciens billets de 100 francs. L'arbre qui est derrière de la croix ici, là c'est la place Fürstenberg et c'est cet arbre-là. Et ben, il a été élagué, j'ai récupéré des morceaux de cet arbre-là. Donc c'est un arbre un peu historique, quoi. Pour les manches de ses couteaux, Charles casse un peu les codes. Toutes sortes de bois, oui, mais aussi du plexiglas ou encore de la résine, avec toutes sortes d'inclusions, des plumes, de la pâte polymère, des capsules, une manière de conjuguer sa créativité ludique à ce savoir-faire traditionnel, tout en se forgeant une petite réputation dans le quartier. J'ai juste ramené un vieux métier dans Paris. Il y a un écho dans la société d'aujourd'hui, ça parle aux gens, quoi. Parce que je fais aussi de l'affûtage, je répare des vieux couteaux de la grand-mère qui sont passés au lave-vaisselle, j'affûte les restos et les artisans bouchers, tout ça du quartier. Donc j'appartiens aussi à un quartier, et j'aime bien ça. Et oui, l'ultime étape, c'est l'affûtage, et il vaut mieux le faire au dernier moment, si on veut garder tous ses doigts. Le petit Parisien cache bien son jeu. Ara Stark a plus d'une couleur sur sa palette et plus d'un tour dans son sac. Entre design et art, la jeune artiste nous fait découvrir un monde pigmenté. Si l'on devait définir le travail de l'artiste Ara Stark, fille du célèbre designer Philippe Stark, ce serait sûrement par sa folie des grandeurs. Attirée par l'immensité, Ara aime sortir du cadre et relever des défis qui frôlent parfois l'impossible. Quand elle reçoit une commande, elle s'inspire du lieu et de son histoire, tout en mêlant son ressenti et sa propre narrative. Une narrative qui reste sensiblement la même à chaque fois. Je pense que l'élément commun à toutes ces narratives, c'est l'humain. L'humain avec un grand H, c'est-à-dire savoir les interactions entre les hommes, ces petits traits d'union, même si c'est traduit d'une façon beaucoup plus abstraite ou beaucoup plus, des fois, surréaliste. Moi, c'est mon fil conducteur, c'est mon guide. Si Ara est guidée par l'humain, les mouvements de ses corps la fascinent. Le mouvement, pour moi, c'est la vie. C'est pour ça que j'ai une passion pour la danse, en particulier, c'est vrai, la danse classique. C'est quasiment une obsession. Quand ce corps, comme ça, se morphe dans tellement d'autres positions et peut décrire tellement d'expressions et tellement de sentiments, c'est quelque chose vraiment qui me touche. Et quoi de mieux pour étudier le mouvement des corps que des cours d'anatomie? Âme sensible, s'abstenir. Moi, j'avais une idée très romantique de ce cours-là. Et en fait, non, il a fallu disséquer et véritablement comprendre comment le corps était fait. Et même si ce n'était pas a cup of tea à faire, c'est ce qui m'a le plus appris, je pense, pendant mes études. Et maintenant, quand je disloque, on va dire, ou quand je tords un corps, je comprends pourquoi je le tords. Ces mouvements, elle a pu les emmener encore plus loin grâce à la technique du lenticulaire qui consiste à peindre 20 ou 30 fois, ou encore même plus, la même toile avec une toute petite variation de mouvement. Et une fois que l'on assemble le tout, comme par magie, le tableau prend vie. Et ce qui m'intéressait dans le lenticulaire, c'est que c'est un moment de rencontre. Parce que vous comme moi, on ne va pas pouvoir voir la même chose au même moment. Donc on est obligé de s'en parler. Parce qu'on n'a pas le même écart entre les yeux, on n'a pas la même taille et on n'est pas placé au même endroit. Et on va être obligé de se raconter ce qu'on voit. Adepte de nouveautés et de nouveaux challenges, Ara cumule les collaborations.
Pour la dernière, elle rentre dans le cadre, ou plus exactement sur un coussin, grâce au savoir-faire de la maison Pansu. Spécialisée dans le tissage de tapisserie et jacquard depuis 140 ans, la maison Pansu reproduit les toiles d'Ara sur des coussins tissés main. Ce qui nous a plu dans le travail d'Ara, c'est déjà une personnalité, enfin sa personnalité. Et puis dans les œuvres qu'elle nous a présentées, on retrouve un trait qu'on apprécie. En fait, c'est à la fois poétique, ça raconte une histoire, un peu comme nous, on aime raconter des histoires dans notre entreprise. Pour trouver l'inspiration, Ara vient fouiner et se perdre dans les tiroirs du Temple de la Couleur, la maison sennelier qu'est Voltaire, qui fabrique ses propres pigments depuis 1887. C'est une caverne d'Ali Baba qui est aussi une source d'inspiration. C'est pour ça que j'aime être ici, j'aime les voir, j'aime élargir ma palette et je repars avec des idées plein la tête. Et cet émerveillement ne passe pas inaperçu. Quand elle est dans le magasin, comment ses yeux pétillent, elle en voit partout, elle a envie de tout prendre et ça, c'est la réussite pour nous parce que elle va trouver vraiment ce qu'elle vient chercher. Voilà. Avec ses yeux qui pétillent et sa vision toujours plus gigantesque, on n'a pas fini d'entendre parler d'Ara Stark. Bonjour Ara. Bonjour. Depuis toute petite, vous saviez que la peinture, c'était votre truc, à vous. Comment ça se fait? J'ai été attirée très rapidement par la peinture et en particulier la peinture à l'huile. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir dans mon entourage Gérard Garouste, grand peintre français, que je considère comme mon maître absolu, et qui, très petite, m'a montré ce que c'était que des pigments. Il ne m'a pas parlé comme un enfant, il m'a parlé véritablement comme un artiste pour m'expliquer comment les pigments, comment la peinture, comment tout ça fonctionnait ensemble afin de pouvoir devenir des outils et des moyens d'expression. Ara, vous étiez dans des écoles à Paris, à Londres, à New York, et puis vous êtes revenu à Paris vous installer dans un atelier où vous pourriez travailler des grands formats. Parce que les grands formats, pour vous, c'était un moyen d'expression très important. C'est étrange parce que c'est jamais assez grand. Pourquoi? Je pense qu'il y a cette volonté de sortir du cadre, mais je suis toujours rattrapée parce que, quoi qu'il arrive, il y a toujours un cadre. Même dans une toile comme celle-là. C'est pas que j'en veux toujours plus, c'est que je cherche des couches et des couches et des couches pour pouvoir m'exprimer, on va dire, d'une façon plus profonde, plus entre les dimensions. Alors, il y a aussi cette notion de dépassement de soi qui se rattache à ce grand format. On se dépasse aussi bien par le format que par la volonté de faire encore mieux, encore différent. Ce rapport à la toile, tout d'un coup, quand on est face à une dimension comme ça, et qu'il faut assurer au final, il faut que, que ça soit bien, il faut que la personne qui est en face, la personne qui va vivre avec, soit heureux la première minute, mais 10 ans après. Donc il y a cette responsabilité-là, et ça c'est plus mon challenge, et c'est vrai que multiplié par le fait que c'est souvent des dimensions ultra grandes, bah, ça amène cette dynamique qui, moi, m'électrise un peu et me permet de me surpasser. Ara, quel est votre rapport à la couleur? Très important, le rapport à la couleur. Tellement important que là, je suis en train de travailler sur des peintures noir et blanc. D'accord. Donc, on l'a zappé? Non, il n'est pas zappé, c'est-à-dire que la couleur, c'est tellement fort pour moi, c'est tellement riche que par moments, je me perds dans la couleur. J'ai besoin de me réapproprier les couleurs. En fait, vous épurez. J'épure pour pouvoir les reprendre. Alors, vous avez parlé de votre entourage. Évidemment, on va parler de ce ciel, de l'Hôtel Maurice, que vous avez créé en 2008, à l'instar de la tradition française, hein, des peintres comme Chagall ou Cocteau qui peignaient toujours des ciels. Et vous avez rendu ce travail de façon anonyme, parce que c'est votre père qui décorait à ce moment-là cet endroit. Et pour ne pas l'influencer, par pudeur et par honneur aussi, vous avez été sélectionné pour votre travail.
Oui. C'est important pour vous? C'est important pour deux raisons. La première, c'est que j'ai toujours été élevée avec l'idée qu'on ne travaillait pas en famille. Ça, c'est quelque chose de très clair pour mon père. Il s'avère que Franka Holtman, la directrice du Meurice, et mon père ont choisi ce projet. Et c'était très, très important parce que je voulais être à la hauteur. Je voulais être à la hauteur de cette chance qu'on me donnait. Je voulais surtout décevoir personne, ni les gens qui m'avaient choisi, ni les gens qui allaient vivre ici, parce que je me suis rendu compte que c'était un lieu de vie, un théâtre incroyable. Et c'est pour ça que c'est l'inspiration de ces rideaux et de ce théâtre un peu de vie qui fait écho avec la salle d'en bas. Et donc ça, c'est en 2008, on l'a installé. Et donc il y a 2 ans, on m'a demandé de réintervenir sur ma toile. Et ça, c'est extraordinaire, j'avais l'impression que c'était un deuxième cadeau. On a fermé le Dali pendant 55 heures. Les échafaudages étaient installés. Je suis arrivée de New York et j'ai écrit cette phrase tout autour. Et c'est pour ça que c'est un projet important pour moi et que ce lieu est important. Parce que, encore une fois, c'est une conversation qu'on a installée en 2008 et qui continue. Et il n'y a rien de plus beau, je trouve. Merci beaucoup, Ara. Merci. Les têtes couronnées s'arrachent nos adresses branchées de la capitale et aujourd'hui, c'est dans les traces de Marie-Antoinette que nous marchons. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé et surtout fait des courbettes pour vous proposer une balade façon Marie-Antoinette. Qui dit tête couronnée, dit Versailles. Et aujourd'hui, pas de bling-bling du sol au plafond, car nous sommes au hameau de la Reine, une résidence façon campagne chic à la normande sur le domaine du château. Le hameau est un ensemble de bâtiments rustiques construits autour d'un lac artificiel. Et cela correspond au projet de la Reine qui est en fait d'aménager progressivement des espaces, de transformer le parc de Trianon. À l'époque, la Reine, nostalgique des bains de pied sur la côte, veut reconstituer l'ambiance d'un hameau normand. Et pour coller au plus près à la réalité façon Disneyland, elle s'entoure d'architectes mais aussi de peintres. Et donc l'idée est en fait de revenir à la glorification de l'environnement agricole, courant qui met en valeur en fait les vertus de l'agriculture et les vertus de l'économie agraire. Une reine bardo, proche de la nature, mais surtout une reine bobo écolo. Et puis il y a aussi de la part de la reine la volonté pour ses enfants de leur montrer la réalité de ce que sont les différents éléments constitutifs d'un domaine. Une véritable parenthèse ambiance conte de Grimm. Mais on parle de la reine tout de même. Le faste de la cour n'est donc jamais bien loin. La distribution intérieure du hameau obéit de façon réduite au même principe hiérarchique et hiérarchisé d'une distribution d'un appartement souverain, avec les pièces nobles à l'étage, des petites pièces qui sont en quelque sorte comme des cabinets de nobles, et un appartement de repos qui est un appartement en tout à fait miniature. Après Marie-Antoinette à la ferme, Marie-Antoinette au resto. Direction donc la place de la Concorde et plus particulièrement le prestigieux hôtel de Crillon. C'est ici qu'elle garait son carrosse pour venir prendre ses leçons de piano. Mais la gourmande en profitait aussi pour déguster quelques pâtisseries. Et au goûter, on lui rend hommage. On commence par un chou à la vanille au praliné d'amande, un hommage qui porte le nom de chou d'amour. C'est ainsi que Sa Majesté surnommait son fils tellement chou. Encore une petite référence ici avec la fleur de jasmin, l'une des saveurs préférées de la reine, avec la fleur d'oranger. La panse de Sa Majesté bien remplie, retour à Versailles. Il est grand temps de s'apprêter pour le bal.
Alors ici, pas de mini-jupe ni de talons de 12, mais de beaux jupons et rubans pour se transformer en reine d'un soir ou pour simplement faire un shooting photo et alimenter son Instagram de fashionista. J'achète les tissus, les galons, je chine à droite à gauche de la passementerie, des vieilles broderies. Et en collaboration avec 2 autres couturières, on crée des modèles en s'inspirant. Ce n'est pas de la reconstitution historique ni du costume pur historique, de théâtre par exemple, mais c'est de l'inspiration 18e. L'inspiration, la couturière la trouve dans les livres, mais aussi grâce au tissu qu'elle chine. Mais attendez, il ne manquerait pas un accessoire essentiel pour ressembler à la Queen Marie-Antoinette. Évidemment, le 18e, ça ne fonctionne pas sans les perruques, donc je travaille aussi en collaboration avec une perruquière. Elle crée des perruques vraiment de façon, totalement historique. Bon, alors c'est clair que dans les transports en commun ou au bureau, c'est un peu encombrant. Alors, pour quelles occasions les revêtir ? Pour les bals qui se déroulent à Versailles, c'est la plus grosse partie de la location, mais en fait, de plus en plus au cours de l'année, les gens décident de se faire un anniversaire avec une thématique 18e ou Marie-Antoinette, sinon pour aller à Venise, pour des enterrements de vie de jeunes filles. La Révolution est peut-être passée par là, mais tout ce faste royal nous en ferait presque perdre la tête. Bleu roi, bleu nuit, azur, prusse, turquin. Aujourd'hui, c'est l'indigo qui fait tourner la tête créative de la teinturière Anaïs Guéry. C'est la relève. Aux abords de la capitale se cache un univers aux nuances de bleu. Et pas n'importe lequel, le bleu indigo. Anaïs est artisan embellisseur textile et elle est tombée dans la marmite indigo après ses diplômes aux arts décoratifs et à l'Institut français de la mode. Et si vous pensiez que l'indigo est une couleur, vous avez tout faux. C'est bien plus que ça. En fait, on pense que c'est une couleur, mais c'est plutôt un procédé. Donc c'est une teinture végétale et en fait, on va se servir de cette matière végétale pour créer un bain de teinture. Et avec ce bain de teinture unique, on peut avoir du bleu le plus clair au bleu le plus sombre. La technique de l'indigo remonte à des millénaires, puisqu'on a retrouvé une étole indigo qui date de 6000 avant Jésus-Christ. Mais comment est-il possible qu'avec un seul et même bain de teinture, on puisse avoir un bleu très clair et un bleu très foncé? Avec l'indigo, ce qui est très important, c'est l'air, parce que c'est l'air qui oxyde le pigment et c'est l'air qui crée le bleu. Donc c'est vraiment un procédé qui met en lien, on va dire, une couleur avec le temps et aussi avec les éléments. Ça vous intrigue? Alors Anaïs vous montre. Donc là, en fait, je vais rentrer très doucement dans le bain. Donc ça met un moment, en fait. Enfin, on ne peut pas juste tout plonger, on rentre le tissu, on le fait descendre lentement, en fait. Et ça va bleuir avec l'air. Une fois le tissu dans le bain, Anaïs mélange délicatement pour bien répartir la couleur. Puis après quelques minutes, vient le moment que vous attendez tous. Comme par magie, la soie à l'apparence verdâtre devient petit à petit bleue au contact de l'oxygène. Pour avoir ce résultat, il faut préparer le bain d'indigo et ce n'est pas une mince affaire, car il y a toute une série de rituels à respecter. C'est pas un bain de teinture qu'on fabrique, on teint et on jette le surplus. C'est un bain de teinture qu'on va conserver plusieurs mois. Il y a même des cuves qui durent des années et des années. Donc il faut nourrir les bactéries, il faut empêcher l'oxygène de rentrer, donc on va emmitoufler la cuve. Donc il y a vraiment des gestes qui sont des gestes liés au vivant en fait. L'exigence des traditions, Anaïs l'applique aussi aux vêtements qu'elle crée. Une ligne simple avec des pièces fortes, aux matières affirmées et aux coupes soignées. Il y a tellement d'attention qui est mise sur le textile puis le vêtement que ça en fait quand même des choses précieuses. Et donc il faut réussir à marier la préciosité avec quelque chose qui reste proche. Et donc une veste pour moi c'est génial parce que c'est une sorte de compagnon qui va s'adapter à tellement d'occasions différentes. Pour ses collections, Anaïs fait des croquis, mais ce qui la guide, c'est essentiellement le choix d'une matière qui lui plaît. Et le résultat dépendra surtout des éléments extérieurs lors de la teinture.
La couleur, c'est toujours la rencontre avec la matière et le temps qu'il fait au moment où on teint. Donc, par exemple, si je trouve une matière qui m'intéresse, je vais la tester, je vais commencer un nuancier pour comprendre en fait jusqu'où je peux pousser la couleur. Là, on a des choses très douces, très lumineuses, puisque ça reflète, il y a une brillance, alors que là, on va avoir des choses assez rugueuses. Ça donne jamais le même effet en fait. Pousser la couleur, Anaïs pourrait le faire à l'infini, mais cela demande parfois une implication trop importante. Ça devient presque une pratique méditative et il y a une valeur qui est mise dans le textile qui est très compliquée à expliquer aux clients en fait. Dans un univers plus bleu que bleu, Anaïs fait perdurer des techniques vieilles comme le monde, guidées par l'eau et l'air, tout en gardant les pieds sur la planète bleue. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!